Donc dans cette deuxième partie du TD, on va s'intéresser à une région proche du lac Baïkal, donc en Sibérie, région qui est soumise à une extension active. Le lac Baïkal est une zone de rift active qui est associée à une sismicité importante et donc la présence de grandes failles qui sont probablement actives. Donc on va s'appuyer sur une analyse du paysage pour essayer d'identifier la présence de ces failles actives. Donc là, je vais vous demander de travailler pendant 10 minutes, un quart d'heure sur le paysage que vous avez sur la diapo ici, là, qui correspond à la vallée de Tunka, juste à côté du lac Baïkal. Regardez ce paysage, regardez cette morphologie, essayez d'identifier euh, la présence d'une faille. Alors vous avez déjà une certaine expérience pour identifier des failles, vous avez fait ce travail en Chine au Tian Shan. Partez sur le même genre de critères, essayez de trouver des lignes dans le paysage qui peuvent être anormales, qui ne sont pas d'origine anthropique. Essayez de voir des ressauts topographiques assez abrupts, essayez de voir des changements brutaux dans les pentes des reliefs, un certain nombre voilà, d'éléments que vous pouvez rechercher qui devraient vous aider à identifier la présence de failles et éventuellement de failles actives. Donc je vous laisse 15 minutes pour faire ça. Et puis on se retrouve juste après. Donc comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude, vous arrêtez le PowerPoint, vous faites votre analyse et puis on fait le point derrière ça. Donc ce qu'il faut remarquer tout d'abord sur ce paysage, c'est une rupture de pente assez nette au niveau des flèches rouges. Si je vous trace, si je vous souligne la pente, on a une pente qui est très forte en amont des flèches rouges, là vers le nord des flèches rouges, et au sud des flèches rouges, on a une pente qui est beaucoup plus faible et qui va vers le bassin avec une zone qui est quasiment plate, complètement en aval du bassin. En plus, on arrive à distinguer des grands cônes alluviaux, ce qui va bien avec la présence d'une rupture de pente importante. Je vous rappelle que les cônes alluviaux se mettent en place essentiellement à la faveur de grandes ruptures de pente. Donc je suis en train d'en souligner un certain nombre. Mais en fait, sur toute la zone, là, vous avez plein de cônes alluviaux qui sont emboîtés et qui font cette pente relativement douce vers le sud, vers le bassin, vers le fond de la vallée de Tunka. Donc on a ici un certain nombre d'éléments qui laissent suggérer la présence d'une faille au niveau de cette rupture de pente. Alors, le fait d'avoir une rupture de pente, le fait d'avoir des cônes alluviaux comme ça n'est pas suffisant bien sûr pour dire qu'on a une faille, et d'autant plus une faille active. On peut générer ce genre de morphologie par d'autres sources, notamment des contrastes de lithologie, ou la présence d'une vallée glaciaire ou d'une vallée fluviale. Alors, on va essayer de trouver d'autres arguments qui vont également dans le sens d'une faille et d'une faille active. Donc les arguments en faveur d'une faille et d'une faille active sont de trois ordres. Tout d'abord, si on zoome aux abords de la rupture de pente, on s'aperçoit qu'il y a un léger liseré plus clair qu'on suit sur tout le long de la rupture de pente, que je suis en train de vous souligner ici. Et ce liseré plus clair, il traduit quoi? Il traduit l'absence ou la réduction de la couverture végétale à cet endroit-là. Donc vraiment aux abords de la rupture de pente, on a moins de végétation et ça se suit sur quasiment tout le long de la rupture de pente. Ensuite, ce liseré très clair, très rectiligne, eh bien, au niveau des vallées, il recoupe de manière droite les vallées, il ne fait pas de V dans la vallée. Donc si on a bien une faille ici, c'est en faveur d'une faille qui est droite, subverticale, ce qui est cohérent avec le contexte géologique de la région. Ensuite, on observe également une morphologie très typique des failles normales et des failles normales actives, c'est la présence de facettes triangulaires dont je suis en train de vous souligner un exemple ici. Un mécanisme qui permet d'expliquer la formation des facettes triangulaires est associé au mouvement sur des failles normales. Il est illustré par le schéma en haut à droite, là, bloc diagramme 3D, dans lequel vous avez deux blocs, un bloc en haut qui est le mur et qui se soulève, et un bloc en bas qui est le toit qui s'effondre et dans lequel on dépose des sédiments, par exemple sous forme de cônes alluviaux. La surface que vous avez dans ce schéma-là est très similaire à celle qu'on a observée au niveau de la vallée de Tunka en Sibérie. Donc
comment se forment les facettes triangulaires dans ce genre de contexte? Eh bien, il faut avoir un soulèvement qui est assez rapide, assez important au niveau du mur, et une érosion qui, au contraire, ne va pas être suffisante pour complètement dégrader euh, le mur. Au niveau du miroir de faille, ce qui va se passer, c'est que l'érosion n'étant pas suffisante, eh bien, on va conserver quand même en partie le miroir de faille originel. Si vous n'aviez pas du tout d'érosion, la géométrie que vous devriez avoir est symbolisée par les petits pointillés gris que je souligne ici en gris, en rouge, pardon, excusez-moi. Et donc, on a quand même toujours un peu d'érosion, mais cette érosion est relativement faible par rapport au soulèvement. Et donc, du coup, on va quand même conserver une géométrie qui est proche de celle du miroir de faille originel, avec une pente un peu plus faible, mais on conserve quand même une trace. Et cette géométrie génère les facettes triangulaires, puisque vous avez quand même des différentes rivières qui vont générer des talwegs. Et donc entre ces talwegs, on conserve une pente relativement forte, certes plus faible que le miroir de faille originel, mais relativement forte, et on fait ce genre de facettes triangulaires. Donc l'observation de ce genre de facettes triangulaires est un argument supplémentaire pour dire que cette faille, déjà qu'il s'agit d'une faille normale, et qu'elle est active. On va voir maintenant une expérimentation en laboratoire, ce qu'on appelle un modèle analogique qui permet de reproduire les processus observés dans la réalité, mais de les reproduire à des vitesses qui sont beaucoup plus importantes et donc de mieux comprendre les processus mis en jeu qui sont dans la réalité sur des échelles de temps très longues de plusieurs milliers voire millions d'années. Donc ce que vous avez sous les yeux ici, c'est une vue par-dessus d'une espèce de gros tas de sable tas de sable qui est soumis à du soulèvement dans la partie droite et dans la partie gauche qui reste stable. Et sur ce tas de sable, on fait pleuvoir, donc on reproduit, si vous voulez, l'érosion qu'on observe dans la réalité. Donc vous allez regarder un peu ce qui se passe. On a à l'interface des deux zones, la première qui se soulève et la deuxième qui reste stable, l'équivalent d'une faille normale que je souligne ici en rouge. Et puis on génère donc de l'érosion dans le bloc qui se soulève avec des cours d'eau qui font des talwegs et on développe donc des belles facettes triangulaires qui sont un peu plus noires là qu'on voit ici, ici, ici. Donc voilà, ce modèle permet d'illustrer de manière un peu plus dynamique le processus qui a lieu dans la réalité sur des échelles de temps qui sont très longues. Alors ici, sur ce schéma, ça illustre un peu les degrés de compétition entre soulèvement et puis érosion. Euh, et la conservation des facettes triangulaires, en fait, traduit un soulèvement qui domine par rapport à l'érosion. De gauche à droite, vous avez à gauche un soulèvement pur et pas d'érosion, et à droite, le soulèvement est quasiment nul au regard de l'érosion. Et donc dans certaines situations intermédiaires, notamment dans la deuxième partie que j'entoure ici en bleu, on a un soulèvement qui est important, on a quand même de l'érosion, mais cette érosion n'est pas suffisante pour complètement dégrader le miroir de faille. Et grâce aux différents interfluves, différents talwegs, on met en place, on forme ce genre de facettes triangulaires. Donc, encore une fois, hein, attention, les facettes triangulaires, ce n'est pas exactement le miroir de faille. Vous avez une pente qui est plus faible que le miroir de faille du fait de l'érosion, mais vous êtes une géométrie quand même relativement proche, avec une pente qui est relativement importante et proche de celle du miroir de faille originel. Alors attention, les géométries en forme triangulaire comme ça, en facettes triangulaires, ne sont pas systématiquement associées à des jeux sur des failles normales. Il peut y avoir d'autres mécanismes qui permettent de former ce genre de morphologie. Pour rappel, on en a vu un il y a quelques minutes au niveau des structures monoclinales inclinées, des jeux de contraste, de lithologie et d'érodabilité
peuvent former des formes relativement similaires à ce qu'on vient de voir aux facettes triangulaires. Là, dans le cas qu'on a vu précédemment, il n'y a pas de faille qui explique la présence de ces facettes triangulaires, mais juste un jeu entre l'inclinaison des couches et l'érosion et l'érodabilité différentes de certaines couches. Voilà, on peut passer à la suite maintenant. J'ai fait le tour sur les morphologies typiques associées aux failles normales.